Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'émission dédiée à la bande dessinée sous toutes ses formes et dans tous les genres. Vous écoutez le Bashicast. J'espère, chers auditeurs, que vous avez passé de bonnes vacances, que vous avez été épargnés par les pannes automobiles, car c'est souvent au moment d'un départ, lorsque la voiture est pleine de bagages et de gosses, qu'elles surviennent. On connaît tous ça, hein. J'espère aussi que vous avez évité les embouteillages sous un soleil de plomb, bref, que tous ces désagréments du voyage estival sont terminés. En tout cas, de notre côté, c'est le cas. Et pour cause, fini la voiture pour nous trois. Perso, j'ai passé ma vacance en randonnée. 280 km à pied, en solo, et en 10 jours, et avec un sac de 30 kg. Direction le nord en partant de Pau. Oui, monsieur. Certains y verront là une belle expérience, une aventure personnelle dans des endroits bucoliques. Il n'y a pas mieux pour se ressourcer, j'ai entendu. Faire le point sur sa vie, se livrer à l'introspection, en somme. J'ai même du mal à le dire, tellement en fait ça me dépasse. Eh bien moi je dis que tout ça c'est de la flûte, des conneries même, marre des babos fans du trek, et le pire dans tout ça c'est que j'ai cédé à la mode, car ces balades en solo perdues dans la verte sont devenues une mode. J'étais dans le regret dès le premier jour. À la fin du deuxième, mes ampoules auraient pu illuminer Hollywood Boulevard. En plus je me suis fait chier, je me suis dit tiens, si j'empruntais le chemin de Compostelle, monumentale erreur. Je croisais des randonneurs solo toutes les minutes. J'ai cru assister à une étape du Tour de France en contre-la-montre. Faire le chemin de Compostelle en randonnée en solo, c'est comme se livrer à l'onanisme entouré de partouzeurs. On a un sentiment, clairement, de tromperie et d'inachevé. Ben oui, en plus, j'avais droit systématiquement à « Vous savez que vous êtes dans le mauvais sens ?» Je n'en pouvais plus. Ah, mais j'ai trouvé la parade. Eh oui les gars, au bout de la 8e fois, je me suis dessiné 3-6 sur le front. Ça met juste des cœurs en enfer, Caras. Espèce de limace. Après ça, je peux vous dire que j'étais peinard. Enfin voilà pour mon expérience de marcheur. Mais on a tous ici expérimenté d'autres modes de déplacement. Max par exemple a testé et teste encore le skateboard. Alors oui, j'en vois venir certains, c'est la crise du trentenaire qui sent déjà ses belles années derrière lui et qui tente, tel un vieux beau qui s'achète une décapotable, de retrouver une certaine jeunesse pour faire illusion le plus longtemps possible. Et ce n'est pas faux. Je l'ai vu fréquenter avec assiduité une boutique spécialisée dans le sportwear. J'ai même croisé un vendeur, bisous Pierre, qui m'a avoué à demi-mot que les jeunes se moquaient de lui ouvertement dès qu'il avait le baggy tourné. Je ne lui parle même pas de ses compétences au skateboard, la jouant Rodney Mullen. Au bout d'une semaine, il avait pu enfler le gars. Certains ont même vu le skate rouler tout seul, sans le proprio qui méditait par terre. Moi, je dis méfiance, le skateboard, c'est dangereux, les gars. Fred, lui, a testé autre chose. De nature moins sportive, il s'est mis à la trottinette électrique. Quelle sensation ce doit être quand, sans le moindre effort, chevaux devant, il slalome entre les voitures, double les vélos, il se tient debout, ce qui lui donne fière allure, une allure de citadin qui, avec son temps, en harmonie avec son époque, il est en communion intime avec la ville, l'extase des sens, un sentiment grisé de liberté, l'osmose quoi. Mais attention, la pratique de la trottinette peut, elle aussi, être dangereuse. J'en veux pour preuve l'accident subi par Fred il y a peu et qui aurait pu finir tragiquement. Je vous raconte le tout au passé simple. 19h, sonnait, quand nous fermâmes, Max et moi, les portes de la librairie. En repartant, nous croisâmes Fred, trottinettant. Nous lui souhaitâmes un grand bonsoir et Fred, dans l'euphorie ambiante, ne nous quitta pas du regard tandis que nous filions dans la bâche-immobile vers d'autres horizons. Soudain, un grand bruit retentit dans la rue et nous devinâmes immédiatement que Fred s'était planté. En effet, un poteau s'était placé sur sa route. Je vis dans le rétro Fred effectuer un superbe soleil. Et dans le même temps, j'entendais Max s'écrier « Il s'est planté le con !» J'ai jeté un dernier regard dans le rétro et là, tel un lémurien qui se redresse, Fred nous chercha du regard avec des yeux grands comme des soucoupes, l'air ahuri. Bien entendu, nous ne nous arrêtâmes pas et, un coup de fil plus tard, nous apprenions qu'il s'était fait mal, ce qui nous acheva littéralement suffocant dans nos éclats de rire. Le lendemain, nous constations que l'impact fut important puisque le poteau était plié. Pour conclure et en définitive, vive la bagnole! Bonjour Max. Ça va Laurent? Ouais, bonjour Fred. Salut Holo. You know it's sweeter nights. Ah, j'adore George Michael. Nous allons parler de polar, suspense, thriller. Genre littéraire longtemps snobé par le milieu. Il a depuis gagné ses lettres de noblesse grâce notamment à des auteurs comme
Arthur Conan Doyle, Agatha Christie, Gaston Leroux, Jason Leroy et bien d'autres encore. Le polar, le roman policier, on ne fera pas la distinction ici car elle est peu pertinente, a pour trame une enquête policière menée par des policiers, des détectives ou autres. L'histoire est plus ou moins sombre, le délit ou le crime est plus ou moins grave, mais l'enquête est ponctuée par des recherches d'indices et des révélations. Il existe plusieurs types de polars, par exemple le roman d'espionnage, le roman judiciaire, le whodunit ou encore le thriller. Mais il en existe d'autres bien sûr. Dans la bande dessinée, il existe des titres qui ont marqué l'histoire du 9e art, à l'instar de Black Sad, Le Tueur, Monster, 13, etc. Perso, j'en lis peu, mais pour préparer cette émission, j'ai été gavé tel une noix. Mais je vais laisser la parole à mes deux complices qui vont présenter à chacun leur tour 4 titres, je vais y arriver, qui les ont marqués. So, who starts it? Bah écoute, moi je suis chaud pour commencer. Alors aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler de Gannibal, de Masaaki Ninomiya. C'est sorti en 2018. C'est une série en 13 tomes et c'est édité par les éditions Meian. Donc ça s'est terminé très récemment. Et c'est un manga qui est clairement dans la thématique. Donc on est vraiment dans du gros thriller très très noir, mais surtout Thriller très violent. Flash. Ouais, exactement. Et ça se voit rien que dans les couves. Et j'aurais pu citer Monster. J'aurais pu vraiment tomber dans d'ailleurs, la j'en parle dans la facilité. présentation de Monster. Exactement, tout à t'en fait. parles dans la Ouais. présentation. Ouais. J'aurais pu aussi citer Bateau de Thésée. Ah, il y a un vrai rapprochement entre les Série courte en plus. Ouais, exactement, série en 10 tomes. Et en fait, Gannibal et Bateau de Thésée, ce sont les deux séries dans le genre que je conseille beaucoup aux clients. Mais j'ai quand même voulu m'arrêter sur Gannibal parce que c'est mon petit préféré. Et puis ça me permet un petit peu de surfer sur une actualité puisque la série s'est donc achevée le mois dernier. Alors Gannibal, de quoi ça parle ? Eh bien, ça raconte l'histoire du policier Daigo qui emménage dans un petit village avec sa femme et sa fille, donc le petit village de Kuge, il me semble. Absolument, c'est ça. Ah, merci, je n'ai pas dit de conneries. Et donc il va remplacer son prédécesseur qui a disparu dans d'étranges circonstances. Donc au premier abord, c'est un petit village accueillant qui semble paisible et petit à petit, vous en doutez, ça va un petit peu partir en sucette, surtout lorsque le cadavre d'une vieille dame va être retrouvé dans la forêt. C'est là que l'histoire va réellement se lancer et Daigo va commencer à soupçonner ces villageois d'être potentiellement des cannibales. Des cannibales. Voilà, donc ça c'est le petit pitch de cet excellent manga que vous avez lu, il me semble. Ah oui, alors moi j'en suis au 11e tome, parce que on se fait dévaliser à la librairie, tu le sais mieux que moi. Voilà, les tomes 12 et 13, ils disparaissent facilement de la librairie, donc pour l'instant, j'attends avec impatience la fin de cette série, mais absolument, c'est absolument fascinant. Ouais, tu seras pas déçu, ouais. Ouais, j'espère bien, parce que pour l'instant, on est en plein dans la thématique, ouais. Et c'est trash. Ouais, voilà, c'est... alors j'aime beaucoup ce qui est trash. Hein. Ouais, les gens, je pense que les gens l'auront compris. Sous ton sourire, là, derrière ton sourire. Là, et il se trouve que le thriller et le polar, ce sont mes genres de prédilection. Ouais, avec l'horreur, bien évidemment. Ça mêle les deux dans celui-ci, en fait. Ah oui, clairement, il y a un gros côté horreur qu'on voit aussi, bien évidemment, sur les couvertures qui sont très orientées. Et moi, ce que j'ai adoré au premier abord, ce qui m'a vraiment sauté aux yeux, c'est le climat pesant. Je trouve qu'il est perceptible dès les premières pages. Ouais, clairement. Et c'est ce genre d'atmosphère que j'aime retrouver, notamment dans les romans policiers. Parce que je lis énormément de romans, j'en lisais quand j'avais un peu plus de temps dans ce style-là. Et ce sentiment de malaise qui plane dans ce village, ça crée tout de suite une addiction. T'as envie de savoir. C'est comme si t'étais dans la peau de Daigo, t'as envie de mener ton enquête, savoir ce qui va se passer. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi il y a ce malaise et qui le provoque ? C'est les villageois. Parce qu'il y a c'est un petit peu comme... Alors, si je cite une série, ça me fait penser à Twin Peaks. Ce genre de petite ville où tout le monde se connaît, tu sais, tout le monde se jauge. Ou alors, si je prends un roman, pour vraiment être dans le genre vraiment thriller policier, Millennium de Stieg Larsson. Bien sûr. Je sais pas si vous l'avez lu. On retrouve ce c'est petit poisseux, point. Ouais, exactement. Tout le monde se connaît. Oui, parce que Kuge, c'est une ville perdue dans la montagne du Japon. C'est une toute petite ville, pas une ville, un village. Hein, c'est ça, où tout le monde se connaît, tout le monde se protège. Daigo va d'ailleurs peiner à se faire respecter au début. Alors, je vais m'efforcer de rester évasif, mais je vais vous donner un petit exemple que j'ai adoré et qui contribue à cette atmosphère. Mais à un moment donné, Daigo va songer à bâtir une haie pour s'isoler un petit peu, parce qu'il va se sentir un petit peu épié par les villageois. Et puis il y a cette espèce de... tu sais, le moustachu, le chef du village, je crois. Oui, tout à fait, oui. Voilà,
qui va commencer à lui dire non, ça se fait pas, tu vas être mal perçu, etc. Il est toujours là. Daigo met le nez hors de chez lui, hop, il débarque, il sort de nulle part. Voilà, on a vraiment affaire à un groupe qui est très 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 soudé. Alors je peux vraiment pas en dire plus, hein. Je dois m'efforcer à rester évasif pour surtout pas vous spoiler Gannibal. Là, t'appuies sur un truc important, parce que au départ, dès le premier tome, on est sur un clan. On n'est pas sur une famille, on n'est pas sur le village. Le policier se concentre sur un clan qui est au centre de toutes les intrigues. Et après, très rapidement, le village se retrouve englobé dans tout l'ensemble. En fait, il n'y a personne qui est épargné. Et donc, il ne sait pas à qui faire confiance. Ah bah là, tu fais clairement allusion au groupe... comment il s'appelle clan, déjà je ne me rappelle plus non plus. J'ai envie de dire les Kagos, mais c'est les Goto. Voilà, c'est ça. Ouais, voilà, c'est clairement ce groupe, c'est ce qui fait le sel de ce manga. Et puis le tout est quand même porté, j'en ai pas encore parlé, mais porté par un dessin qui est très très rugueux, vraiment très très appuyé. Comme hyper nerveux, moi j'ai trouvé. Ouais. Ah ouais, moi j'adore, vraiment j'adore. C'est très très beau. Et j'imagine tellement le mangaka, tu sais, appuyé comme un malade dans les dessins un petit peu plus violentes. Il va avec son feutre à assurer, noircir le papier. Le dessin vraiment sert clairement le propos. Et ce que j'aime aussi dans Gannibal, c'est le parallèle qu'on peut faire avec le Japon. Alors moi j'y étais plusieurs fois, mais je pense que si on s'intéresse un tant soit peu au pays, on peut très vite se rendre compte de ce détail. C'est un pays qui est à la fois très conservateur de ses traditions, et à côté il y a tout ce côté, toute cette modernité, et on retrouve ce côté conservateur. Dans les traditions, oui, dans les villages reculés, oui, tout à fait. Ces coutumes du passé sont toujours d'actualité. Parce qu'il y a une fête du village chaque année en fait, ouais, c'est ça. Laquelle ils sont tous fiers d'assister, de faire perdurer en tout cas. Et même dans leur rite funéraire, donc lorsqu'il y a un décès, il y a toute une mise en scène, toute une théâtralisation du décès. Et donc le policier qui lui arrive de la ville est complètement perturbé par ce genre d'habitude, de ce genre de rite. Et il vient avec sa famille en plus. Donc. Ouais, et c'est vrai que j'ai oublié d'en parler aussi. La fille de Daigo, parce que ça a son importance, sa fille est muette depuis quelque temps. Et donc on va savoir pourquoi en fait. Qu'est-ce qui est à l'origine d'un tel mutisme ? Elle n'était pas, il y a eu un incident. Exactement. Elle ne veut plus parler depuis cet incident, on n'en dira pas davantage, mais en effet c'est très important. Qui est étroitement lié avec le comportement de son père, qui est un policier assez borderline, qui aime un petit peu trop son métier, clairement, limite de justicier d'ailleurs. Voilà, c'est ça. Tout à fait. Alors après, je l'ai pas dit, on n'est pas dans un whodunit, on n'est pas trop en quête d'un... Il n'y a pas d'indice, non, en fait, on sait très rapidement... dès le premier tome d'ailleurs, où se situe le malaise, les responsables, etc. Et il va se concentrer là-dessus, et après les preuves vont s'accumuler d'elles-mêmes, c'est-à-dire sans qu'il cherche des indices. Ouais, c'est ça, et il y a aussi cette envie de comprendre, parce que Daigo va clairement avoir envie de comprendre ce qui se passe. Et on le sait à la fin de la série, ça. Pourquoi ? Comment ? Pas pourquoi, mais comment ? Comment ils en sont arrivés là en fait. Il y a eu un le manga petit flashback. Notamment il y a des flashbacks, ouais. Et ce qui est tout aussi intéressant, c'est le décalage moral que tu retrouves dans Gannibal, où les gens s'interrogent sur la légitimité, sur le fait de consommer de la viande humaine. Et c'est vrai que ça soulève quand même pas mal de questions. Dans ce rapport avec notre alimentation, moi j'étais perturbé quand j'étais gamin par Cannibal Holocaust. Donc si tu veux, j'ai un repas, non pas un repas, révélateur. Ah là, j'ai mangé mes voisins. Et oui, c'est un voisin, je pouvais pas saquer. Mais non, t'as absolument raison. Ce rapport à la chair humaine. Dès le premier tome, tu vois tout de suite d'entrée des scènes très dark, très très sombres, très trash, où le sang sanguinolent là, ces membres découpés. Enfin, j'en ai déjà dit beaucoup, mais on voit très bien cette alimentation et comment ils ont fait pour en arriver là et pourquoi le cannibalisme de nos jours est encore. On a combattu ça à travers le temps, notamment les coloniaux qui allaient conquérir de nouvelles terres et qui avaient affaire à des cannibalistes et qui leur montraient une nouvelle manière d'être civilisés sans avoir à consommer la chair humaine. Ouais, dans le manga, il y a une vraie part donnée à la tradition. Ah oui, clairement, parce que ça a réellement existé. Il y a eu des épisodes de cannibalisme au Japon par le passé.
Donc voilà, on va dire que c'est inspiré avec une cinquantaine de guillemets hein, de faits réels. Et j'en profite avant de conclure. C'est pas une série qu'on peut mettre entre toutes les mains. Ouais, c'est clairement plus de 18 ans. Ah oui. Vraiment, c'est une série qui est très violente, qui est très noire, qui aborde des thématiques très dures. Donc 16 si on a l'estomac bien accroché, mais voilà, c'est vraiment 16, c'est le minimum. Donc pour public averti, et si vous faites partie donc, de ce public cible, vous allez vous régaler. C'est un vrai page-turner. À chaque fin de tome, t'as envie de pouvoir lire le tome suivant. Et je vous envie en fait d'avoir découvert la série tardivement et d'avoir pu enchaîner les tomes comme ça. J'imagine que ça a dû être un vrai bonheur. Ça l'est, hein, comme je te le disais la dernière fois, hein, Fredo, hein, c'est que à chaque fois que je lisais un album, là, parce que j'ai dévoré les 11 premiers tomes, maintenant je suis bloqué, je suis obligé d'attendre l'arrivée du 12e tome. Mais en effet, il y a cet effet de page turner là, t'as hâte de découvrir le pourquoi du comment et qui est coupable et puis le fin mot de l'histoire finalement, parce qu'en fait, sa famille est en danger. Lui est en danger, il est policier, il est seul, isolé avec sa femme et sa fille. Et alors, il est isolé, mais il est aussi soutenu par toute sa hiérarchie qui le soutiennent parce que c'est un policier hyper compétent, on le reconnaît. Alors certes, il est borderline, il a des méthodes très dark, voilà, très musclé, et il en use, mais il est soutenu en plus par cette technique-là, parce que les autres n'ont pas la capacité de le faire. Lui peut le faire. Oui, puis ils savent qu'il est bon. Il est très bon, et puis il tient tête quand même en face à des gens qui sont aussi compétents que lui dans la violence. Ah, les Gothos, on y revient. Hein. Ben, en fait, ils me font clairement penser à la colline à des yeux. Oui, c'est vrai qu'il y a un vrai parallèle. Sur un parallèle avec... voilà, ce genre de choses. Avec le cinéma, ouais. Tout à fait. Ouais. On est un petit peu dans ce genre de bail un peu sale, ouais. Donc voilà, Gannibal, c'est une série en 13 tomes que je vous invite à dévorer au plus vite. Et n'hésitez pas d'ailleurs à venir m'en parler à la librairie. Je me ferai un plaisir de disserter au sujet de ce manga pendant plusieurs minutes. Tellement je l'aime. C'est un titre qui est en tête de mes recommandations aux côtés d'un bateau de Thésée ou encore d'un classique comme Monster. Donc 13 tomes, c'est chez Meian, c'est ça? Meian. Ouais. Ok, parfait. Merci Fred. Mais avec plaisir. Maxou, quel est le Maxou? Allez, qu'est-ce que tu veux nous présenter? Alors moi, je vais vous parler de RIP. Ok, excellent, excellent. Série française publiée par Petit à Petit. Les auteurs, c'est Gates et Monnier, Julien Monnier, et c'est en 5 tomes. Pour l'instant. Pour l'instant, oui, effectivement, puisque le tome 6 est prévu pour le 13 septembre. Absolument. Tome 6 et dernier tome de la série. Absolument. Donc, RIP, c'est un polar, je dirais, noir, thriller, qui a une ambiance bien sordide, bien glauque. Ah, t'as trouvé le terme, sordide. C'est l'histoire un peu compliquée quand même de beaucoup de personnages impliqués sur une affaire, et la série va en fait se consacrer chaque tome à un personnage, donner un point de vue. Et en fait, au fur et à mesure des tomes, on découvre petit à petit la vérité. On revient parfois sur ce qui s'est passé avant, sur ce qui va se passer après. Et c'est une histoire fascinante. Un peu à la façon d'un puzzle. On reconstitue les éléments entre chaque personnage. C'est ça. Et on finit doucement par saisir les tenants et aboutissants de l'affaire. Ouais. C'est un super polar. C'est un super polar qui a beaucoup d'influence. Mine de rien, il y a des références à X-Files, à Twin Peaks. Ah bah en parlant de Twin Peaks, d'ailleurs, il y a un easter egg. Tu vois l'agent Dale Cooper qui apparaît à un moment donné. Il avait d'ailleurs son magnétophone qui ne le quitte pas dans la série. Quand il parle à son assistante, j'ai oublié son nom. Bah, j'ai lu il y a un moment. Mais on n'a pas par rapport à Twin Peaks, oui. Ouais, par rapport à Twin Peaks, ouais. Mais non, on n'a pas le tome sous les yeux. Ouais, mais pour la petite anecdote... Kyle MacLachlan. Ouais, Kyle MacLachlan, ouais, c'est le nom de l'acteur, c'est ça. Les gars. D'ailleurs, ils me l'ont dessiné. Ils étaient venus en dédicace à la librairie et j'ai eu droit à ce cool. petit Dale Cooper dessiné sur l'une des pages de RIP. Ouais.
Alors maintenant tu parles de la dédicace, ils sont présents pour les 20 ans de la librairie, donc les 13 et 14 octobre. Voilà, je l'ai dit. Tu l'as dit, placement de produit. Voilà. Bon, bah, merci Max pour cette présentation. Ouais, C'était de rien, super, les gars, ouais. c'était un plaisir. Non, mais lisez RIP, c'est vraiment super comme série. C'est un dédale dans lequel on aime se perdre. C'est un dédale, exactement. Ouais. Et on en sort avec une satisfaction incroyable. Et comme tu disais sur Gannibal, il y a toujours un twist, il y a toujours un truc. Et les gens qui ont commencé, ils reviennent forcément et continuent la série jusqu'au bout parce qu'en fait, il y a toujours un truc qui raccroche, un twist. Et c'est sale. Ah ouais, mais l'ambiance, c'est carrément elle est sale. sale. Getz, il a décrit une ambiance. Et Julien Monnier, pour au résumer dessin. l'histoire, je vais résumer l'histoire, ça donnera un aperçu. Alors je vais essayer Oui, éviter oui, de c'est vrai. spoiler, mais Oui, de c'est quoi ça compliqué. parle exactement? C'est l'histoire de nettoyeurs, un groupe d'hommes qui ont la tâche de nettoyer après des scènes de suicide, de meurtre, de mort naturelle, en fait de nettoyer les habitations et les lieux infectés, on va dire. Donc on est directement plongé dans la poisse, dans le glauque, il y a un truc avec les insectes qui est incroyable. Ah oui. Attends, Moi j'aime. mais juste de revenir, tu parles de laver les scènes de crime, mais c'est vraiment nettoyer. C'est ça. Ils font prenant les effets de Alors, valeur. et Ouais. donc, ils en profitent pour. Parce que c'est souvent. Il y a des extolards, il y a des criminels. Ils en profitent pour pour se faire ce genre de servir métier, il faut quand même avoir le cœur euh, accroché, il faut avoir être un peu petite endurci. récompense, donc ils se servent. On sait pas s'ils ils se se font servent. plaisir. Ils se font plaisir. Oui, tout à fait. Mais ils font un inventaire en fait des lieux, Voilà. et c'est là où il y a un drame. Il y a un objet dans le premier tome qui a disparu. Qui disparaît et qui est la cause et la conséquence de tout. Et en effet, dans ce premier tome, il y a un objet qui disparaît. Et en fait, il y a les rapports qu'ils ont entre eux. Pas des copains, mais des collègues qui font un même métier, qui travaillent ensemble, etc. Ils se côtoient au bar le soir, ils décompressent autour d'une bière, etc. Mais c'est des faux semblants finalement, parce qu'ils ont tous un passé très sombre. C'est ça qui est intéressant dans Ils RIP, ont c'est des que casseroles ils ont tous des très casseroles très intéressant. Ah oui, c'est ça. Chaque personnage en fait de ce fameux groupe cache très bien son jeu et ont tous des positions diamétralement opposées et ont tous un rôle très important dans l'histoire. Et chacun d'entre eux sera suivi dans un tome différent en fait. Et d'ailleurs, j'en profite, j'ai une petite anecdote à vous partager sur RIP. Je l'ai découvert sur le tard. En fait, c'est Philou qui un jour m'a dit mais il faut absolument que tu lises cette BD. Donc il me met le tome 1 entre les mains. Le pitch vite fait, un petit peu comme toi Max, mais en mieux. Je préfère. Ah, mais c'est Philou, c'est le boss. Et donc je l'ai dévoré d'une traite. Vraiment, ça a été une grosse claque. Et j'enchaîne directement sur le tome 2. Et quand j'ai compris qu'en fait chaque tome était consacré à un seul personnage et que ça se déroule à peu près sur le même timeline, ben, j'ai été refroidi. Ah bon ? Ouais, j'avais peur des redites. Je me suis dit, c'est pas possible. En fait, ça va être chiant à lire. Enfin, et en fait, tu t'emmerdes pas une seule seconde. Il y a une intelligence d'écriture dans RIP qui fait que tu repasses sur certains passages avec un autre point de vue et qui va t'éclaircir sur certains événements. C'est vraiment une richesse d'écriture. Donc j'ai fermé le tome 2, j'ai enchaîné sur le 3. À l'époque, il n'y avait que 4 tomes de sortie, donc j'ai lu le 4 en suivant. Vraiment grosse claque, ouais. Toutes les personnes à qui on a conseillé ce livre-là, pour ceux qui aiment le polar, ce genre de choses, etc., ils reviennent systématiquement en librairie pour nous demander quand est-ce qu'arrive le prochain tome, et là en l'occurrence le 6e qui marque la fin de la série. Je pense qu'il va déstabiliser pas mal le monde parce que ce sera enfin la fin, mais aussi la fin. Voilà, merde, il n'y a plus rien derrière. Voilà, c'est la fin. C'est une superbe série en 6 tomes, encore une fois, chez Petit à Petit. Ouais. Et donc tu disais Maxou, le 6e tome qui va bientôt paraître, donc Ouais, le 13 septembre. le 13 septembre. Donc suite F1, on a hâte d'y être. Hâte, et à la fois on redoute parce que ce sera la fin. Eh bien merci Maxou pour ce petit titre. Mais de rien. On enchaîne avec toi Fredo. Yes. Alors quel est le prochain titre? Alors, je vais vous parler de Gourmet Détective, donc de Akiko Higashimura. Très bel accent. Ah merci, c'est gentil. Et c'est une série qui est toujours en cours de publication. Donc il y a 10 tomes actuellement sortis au Japon. En France, on en est au tome 2. Et le tome 3 sortira, si tout va bien, le 11 octobre. Donc Akiko Higashimura, elle est connue pour avoir fait entre autres Tokyo Tarareba Girls.
Donc, ce manga très humoristique, où on suit des trentenaires, quotidien de trentenaires célibataires. Donc c'est vraiment très très drôle. Une série sortie aux éditions du Lézard Noir, et que je vous conseille vivement d'ailleurs, et que je conseille à tout le monde, à tous nos auditeurs. Et elle a aussi fait plus récemment Fake Affair, et puis elle avait fait Tigre des Neiges aussi, dans un registre radicalement différent, mais tout aussi passionnant. Ouais. Alors pour en revenir à Gourmet Détective, donc ça se passe dans le quartier d'Omotesando au Japon. Donc c'est une sorte de l'équivalent des Champs-Élysées, voilà, très très guindé, très chicos, très bling bling, très select, où on suit donc un détective. Donc il a son cabinet d'avocat, il est assez particulier, il s'appelle Goro Akechi. Il est à la fois détective et à la fois un fin gourmet. Donc c'est un gros amateur de bouffe. Je pense que c'est vraiment un euphémisme d'ailleurs. Et ce qui est cool, c'est qu'à l'instar d'un célèbre détective londonien, il aura donc pas un assistant, mais une assistante qui s'appelle Ichigo, et qui fera office aussi de cuisinière puisqu'elle tient un food truck devant son bureau à lui. Voilà, devant son... exactement, juste devant son bureau. Ouais. Et j'en profite pour me la péter. Voilà, Ichigo, ça veut dire fraise en japonais. C'est vrai que t'es bilingue, toi. c'est le running gag des podcasts. C'est vrai que t'es bilingue, toi. Donc sur ce premier tome, on va sur 2 affaires. Donc la première qui est assez classique, qui fait office de présentation. Et donc ensuite, on va suivre une seconde affaire qui est plus longue. Donc c'est qui va un petit peu lancer une sorte de fil rouge au sein du manga. Donc il va être l'histoire liée à un empoisonnement. Et ça va surtout être l'apparition du personnage de Marie-Madeleine. Voilà, la Moriarty du... Exactement, c'est exactement ce que je suis trop tard, je t'ai dit avant. Et donc il va y avoir un jeu de cache-cache et un jeu de séduction entre ces deux personnages, et c'est vraiment les similitudes qu'on peut retrouver entre Sherlock et Moriarty. Donc vraiment la comparaison, elle est au top. Et ce que j'adore avec cette série, donc pour revenir sur Gourmet Détective, c'est que c'est un petit peu comme dans Columbo, c'est que dès le départ tu connais l'assassin. On n'est pas non plus dans un whodunit comme pour Gannibal, on te présente tout de suite le coupable, et en fait c'est comment le détective va faire pour l'arrêter. Donc je sais que certaines personnes n'aiment pas trop justement connaître le coupable dès le départ. Moi je trouve ça aussi, cool. Ouais, alors moi tu me l'avais conseillé pour le premier tome et je l'ai lu, et en effet j'étais arrivé à la fin satisfait, content d'avoir découvert. Ça permet justement de voir cette relation qui va se nouer entre Goro Akechi et Marie-Madeleine. Oui, parce que lui il est plutôt prétentieux, un peu... comment on dit il est décalé, très sûr de lui, toujours très bien habillé. Ça c'est clair. Très très guindé, toujours tiré à 4 épingles. Bon, après c'est très à la mode, ce type de détective, ce profil un petit peu loufoque. Il fait partie en plus d'un club de gourmets. Mais ouais, ça c'est énorme. Puis tout ça contribue justement à apporter de l'humour au manga grâce à ça. Grâce à son côté un petit peu déjanté. Et puis la fille et gourmet aussi. Et puis à l'opposé. La fille qui est juste... Ichigo, elle est à mourir de rire. Et le tout est servi par un dessin qui sert clairement le propos. Moi, je trouve parfait. Il est pétillant, il est moderne. Voilà, c'est ça. Il est moderne. Non, pas classique, en effet. Plutôt moderne, mais il révolutionne rien, si tu veux. Je te trouve un petit peu dur, là. Bon, après, moi, j'adore le dessin. C'est quelque chose que tu vois très souvent, un peu partout. Ça peut être... là tu heurtes le fan qui sommeille en moi. Là, c'est dur. D'accord. Non, je vois ce que tu veux dire. Ça va un peu se rapprocher dans l'inconscient d'un dessin un petit peu plus stéréotypé manga. Les décors sont vides sur les fonds. Bon, ouais, c'est vrai que c'est vide, mais j'aurais du mal à voir un tout autre dessin à la place de celui-ci. Et ensuite, donc, j'aimerais aussi préciser, comme je l'ai fait pour Gannibal, donc, qui est une œuvre assez dure. Là, Gourmet Détective, il y a des morts, les empoisonnements, etc. Ouais, c'est soft. Ouais, voilà, c'est un... Tu peux même le conseiller à 12 ans. Ouais, exactement. C'est vraiment des enquêtes un petit peu plus légères. Comme j'ai dit plus tôt, il y a pas mal d'humour. C'est une œuvre qui est clairement abordable. Ouais. Et donc concrètement, pour ce podcast, j'ai vraiment envie de... Alors, je peux pas aborder toutes les facettes en fait du thriller, mais donc j'ai le manga thriller noir avec Gannibal, et j'avais envie donc d'y ajouter le détective, parce que c'est une facette que tu retrouves souvent dans les thrillers polars. Donc j'aurais pu citer un classique comme Détective Conan.
Ou alors partir sur un titre un peu plus récent comme Ron Kamonohashi. Je sais pas si vous l'avez vu passer, avec un détective un petit peu torturé. Ça sorti aux éditions Mangetsu. Alors là, le détective en question, il est pas du tout torturé. Ah non, lui pas sûr du tout. de Ouais. lui. Il est ultra charismatique. Et vraiment très soigné, sa petite coupe de cheveux là, plaquée sur le côté, bien lissée, gominée. Tu vois, Goro Akechi, il m'a beaucoup fait penser à la dernière adaptation en série télé de Sherlock avec Benedict Cumberbatch. Ouais, voilà. Je retrouve un petit peu le même flegme, ce côté un petit peu distingué, un petit peu loufoque aussi. C'est vrai que je me demande s'il n'a pas été inspiré par cette série télé avant de faire Gourmet Détective. Donc voilà, série en 10 tomes au cours au Japon. Le tome 3 donc, sort le 11 octobre et je vous invite vivement à la découvrir au plus vite. C'est incroyable et très très passionnant. Merci Fred pour cette petite série, donc Gourmet Détective. Max, dernier titre, c'est pour toi. Eh ben, très bien, on va finir avec du lourd. Donc, Alors avant c'était de la gnognotte, c'est ça? Avec Gannibal, on peut rapprocher ça. Ah oui, à je suis d'accord. On va parler de Ed Gein, Autopsie d'un tueur en série, sorti chez Delcourt. Donc ça a été écrit par Harold Schechter. Oh, tu l'as bien dit, je t'attendais Je au tournant. crois que J'avais le nom sous les yeux, je t'attendais au tournant. Et dessiné par Eric Powell. Bon, ok, d'accord. Eric Schechter, c'est un prof. Non, tu t'es planté. non. T'as mélangé Eric Powell et Ah merde. Non, c'est dans la boîte. C'est Harold Schechter. Vous êtes des bâtards. Harold Schechter, il arrive pas à le dire. Allez, Donc, c'est un prof et un écrivain spécialisé dans le true crime. Ah d'accord. Qu'est-ce que le true crime? Le crime vrai. Exactement. Oh là Voilà. là, je suis mauvais en anglais, J'ai rien à rajouter. Ah ouais, voilà. C'est fait. Donc, on s'intéresse à des histoires vraies, à des cas notamment de tueurs en série. Comme Bourgoin. Exactement. Alors, la déchéance d'un homme, Là, c'est le mythe qui s'effondre là. on va dire plutôt comme Pierre Bellemare, plutôt pour ou Ondelat. Alors, date, si tu m'entends. Mais voilà, on va parler d'histoires vraies. On va parler c'est une biographie en quelque sorte. Donc, on s'intéresse à Ed Gein, un personnage détestable Oui. qui a œuvré aux États-Unis et qui est célèbre. Séville. Hein. Oui, qui a sévi Ouais. plutôt. Ouais. Et C'est pas une œuvre. Et Il a laissé la postérité. c'est une scène célèbre le concernant, c'est la découverte de sa maison. Oui. Qui est présente dans l'album. Ouais. Donc l'album en fait retrace à la fois sa jeunesse, sa relation notamment avec sa mère très compliquée, et la découverte de sa maison, son antre, sa grotte. Ouais, son nom, c'est très bien. Hein. Ouais. C'est quelque chose de très sombre. Hein. C'est... Son cabinet des curiosités. Exactement. Et son mémorabilia. Donc on retrace sa jeunesse. Alors on n'a pas envie de rentrer dans le débat, on est d'accord de si c'est justifié ou pas, mais il a eu une non. jeunesse très compliquée. Oui, non, mais c'est pas justifié du tout. Il a été élevé par une mère très très dure. Oui, de ce qu'on apprend dans l'album, il en a souffert visiblement. Oui. Et a fini par être un tueur en série. L'un des tout premiers aux États-Unis. L'un des tout premiers. Il a notamment inspiré le film Massacre à la tronçonneuse. Et Psychose de Alfred Hitchcock. Psychose aussi, parce que je crois que ça faisait partie même du bandeau sur la BD. C'est vrai. Et donc, je sais pas s'il y a vraiment des spoils ou pas. En tout cas, la scène de la descente des flics dans sa maison est ultra dure. Ouais. Et ultra glaçante, ouais. On découvre en fait les différents trophées qu'il a récoltés, on va dire, de ses victimes. C'est une biographie qui peut passionner des lecteurs de thrillers et de passionnés du genre, on va dire. Mais à la fois, elle peut rebuter les âmes les plus sensibles. Oui, c'est dur. Hein. C'est dur, hein. C'est une BD qui est dure. Moi, ça m'a fait penser à 200 froid de Truman Capote. Je t'en ai déjà parlé de ça. Ouais, mais je vois. Parce que la manière dont tu l'as abordé, Harold Schechter. La manière dont il a abordé, c'est ça en fait. C'est ça qui est intéressant dans cette BD-là. On aborde la BD d'un point de vue plutôt
collectif, c'est-à-dire quel est l'impact, tu l'as dit, de son éducation. C'est son éducation, d'abord dans son enfance. On peut se poser la question, après il n'y a aucune preuve. Mais comme dans De sang-froid de Truman Capote, il y a aussi les villageois qui sont interrogés, il y a tout l'univers, tous ceux qui font partie de son univers. On plonge dans sa vie, ouais. On plonge dans sa vie à lui, mais aussi de la ville. C'est ça qui est intéressant. On s'intéresse au pourquoi, le comment, la manière dont on est arrivé là, et qu'est-ce qui s'est passé par la suite, etc. Et c'est vraiment ça que j'ai adoré moi dans Again. C'est pas une histoire de tueurs, psychopathes, tueurs en série gratuits, voilà, où voilà, on sort sur la mode, etc., ou sur une vague. Pas du tout. Là, pour le coup, ça a été fait de manière très intelligente avec le dessin d'Eric Powell, qui est toujours sublime. Pour ceux qui connaissent The Goon, par exemple, voilà, ou encore Hillbilly. Moi, j'avais le nain Big Man Plants, j'adore aussi. Voilà, donc le dessin d'Eric Powell, il fait plus que le job, mais le scénar est ultra intelligent. Le découpage, bien sûr, la manière dont c'est fait. Moi, vraiment, c'est une BD qui m'a beaucoup marqué. Et vous savez combien je ne suis vraiment pas fan de ce genre de livre-là sur les tueurs en série. Moi, c'est pas ma cam. Moi, pour le coup, je suis vraiment fan de ce genre de production. J'ai une fascination un petit peu morbide pour tout ce qui gravite autour des tueurs en série. Et c'est vrai que si vous êtes aussi fan de cette part de ténèbres que moi, j'invite vraiment tout le monde à lire. C'est incroyable, c'est bouleversant de vérité. Ouais, j'ai été secoué. Vous vous souvenez du tueur dans le Silence des agneaux? Vous vous rappelez le vrai tueur, pas Hannibal Lecter, l'autre, le vrai coupable, etc. Qui retient les gens dans le puits. Voilà, exactement. Ça, ouais. Vous vous rappelez de son antre à lui? Ouais, ça me fait penser à ça. Ouais. Quand on rentre dans son antre, il y a tous les éléments. Quelqu'un qui s'est inspiré peut-être des Gain, je sais pas. En tout cas, tu as dit, Max, elle est sombre, elle est dark. C'est peut-être la plus dark de tous, parce que c'est vrai, en fait. Parce que c'est vrai, ouais. Et c'est un one-shot. Et c'est un one-shot. C'est important de le préciser. Ouais. Superbe. Merci, Max, pour ce petit... de rien. Et c'est vrai qu'il fait partie maintenant des livres qu'on recommande régulièrement pour ceux qui veulent découvrir un polar dark, sombre, qui veulent du lourd. Là, ils sont servis pour le coup. Merci, Max. Et de rien. On passe maintenant au Bashiker. Les Bashikers. Qui veut commencer? Toi, Lolo. Le saligo. Je m'y attendais pas. Très bien, je m'y attendais pas. Heureusement qu'on l'avait préparé. Ok, allez, on commence par moi. Donc, avec plaisir, les gars. Alors, j'ai lu tout récemment Le bleu à la lumière du jour de Borja González chez Dargaud, qui avait fait avant Nuit, couleur, larmes. Voilà, c'est un auteur que j'ai découvert d'ailleurs avec ce titre, Nuit, couleur, larmes, avant, que j'avais beaucoup aimé. C'est un roman graphique. Avant de parler d'histoire, du fond, j'aimerais parler de la forme. C'est un auteur, je trouve, il a une patte graphique que j'aime énormément. J'adore sa patte de graphique, j'adore sa palette de couleurs. Il utilise des bleus très profonds, une variante de bleu, des couleurs très mates qui marchent de manière fantastique. Voilà, c'est cette patte graphique que je trouve fantastique. On la reconnaît à travers tous ses albums. Oui. Il a une espèce de cohérence, en tout cas entre son précédent et Nuit, celui-là. couleur, larmes et celui-là. Ouais. Il a une cohérence, même à la fois dans le scénario et dans le dessin. Oui. Mais il a une vraie cohérence artistique qui est pas inintéressante. Oui, clairement. Dans Nuit, couleur, larmes, j'avais été étonné par ce parti pris de ne pas dessiner les visages. Tu te souviens de celui-là? On en vient déjà. Ouais, déjà, on parle de la patte graphique. Mais il a un vrai don. Ouais, et donc dans celui-ci, c'est pareil, il dessine pas les visages. Donc dans Bleu à la lumière du jour, il ne dessine pas les visages. Donc c'est au lecteur en fait de se faire une idée de ce que ressent la personne, des émotions qui la traversent. Et moi, ça me touche beaucoup. Je me projette, en fait, l'imagination qui fait le reste. Et c'est étonnant. C'est même... Je trouve ça très fort, en fait. Tu pourrais dire, c'est bon, il ne sait pas dessiner le visage, le mec, il ne fait pas d'effort. Non, à l'inverse, moi, je trouve ça très fort. Ça permet au lecteur de se faire sa propre idée, de se projeter, de bousculer son imagination comme les livres, davantage. En fait.
l'ellipse où on s'imagine ce qui se passe. C'est le principe d'une bande dessinée. Hein. Entre les cases, on s'imagine ce qui se passe. Il fait exactement la même chose avec les visages. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin forcément de s'identifier, mais on imagine tout de suite un visage sur ces personnages et on les suit à travers leurs émotions. Des émotions qui sont très subtiles. Ça passe par parfois la forme de la tête. Ça passe par le contexte de la scène. Ça passe par plein de choses et en fait on reconnaît directement ce que le personnage pense. Et on reconnaît tout de suite les personnages. Parce qu'un personnage sans visage, tu vas dire, ils se ressemblent tous. Non, on reconnaît tout de suite les personnages. On sait très bien, un personnage sans visage, là, celui-ci, on sait qui c'est. On sait quelle est cette personne, parce qu'il joue avec des effets vestimentaires ou alors des allures, des postures, des silhouettes, ce genre de choses, etc. Et moi, ça marche énormément. Et pour moi, ça marche énormément. Je trouve que ça bouscule mon imaginaire, ça me force à me projeter davantage dans la BD et je trouve ça formidable. Alors maintenant, ça c'est pour la forme. Maintenant pour le fond, c'est un auteur qui est passionné par le fantastique. Ça c'est sûr, c'est clair et net. Il a une appétence pour le fantastique. C'est un univers qui le traverse et nous le transmet de manière assez limpide, si tu veux, dans bleu à la lumière du jour. Mais comme à la fois très personnel. Oui, très féministe. Alors c'est vrai qu'il a tendance à aborder des sujets très contemporains. Et il le fait très bien dans des situations où parfois ça le permet même pas forcément. Notamment dans celui-là, dans ce tome-là, on est dans un contexte pas médiéval, mais on pourrait d'entrée, on a l'impression d'y être. On pourrait dire médiéval. Et pourtant, il traite des sujets d'actualité très forts et très importants. Oui, le féminisme, la liberté, cette volonté de s'émanciper, parce que il faut donc l'histoire en fait, parce qu'il faut parler quand même malgré tout de l'histoire. Ce sont des femmes qui sont dans un château et il y a une jeune fille qui s'évade, qui s'évade, qui part de ce château, qui tente de s'échapper. Elle traverse un lac qui est manifestement d'entrée, ça c'est le début de l'histoire, qui est manifestement trompée par un oiseau. Elle va traverser un lac et elle va revenir de ce lac ou de cet étang et elle va se retrouver transformée. En fait, c'est cet oiseau-là qui va prendre possession de sa personne et elle va revenir au château. Et là, on va la voir après le soir même et après tous les jours qui suivent, confrontée à ses sœurs, sa cousine, sa mère. Un contexte féminin. Voilà, un contexte hyper féminin. Il n'y a pas d'homme d'ailleurs. Voilà, il n'y a pas d'homme dans l'histoire. Lourd. Voilà. Et c'est vraiment très beau. Moi, encore une fois, c'est un roman graphique fantastique. C'est très ado, mais qui marche de manière. Moi, en le lisant, ça m'a fait penser un peu à Peau d'homme. Oui, il y a de ça. Alors, Peau d'homme, il y a beaucoup d'hommes dans l'histoire, on parle beaucoup de ça. Là, l'homme est complètement absent du récit. Ou alors, il est représenté de manière très violente, très sanguinaire. C'est ça, c'est ceux qui sont partis d'ailleurs à la guerre ou à la chasse. Ils sont partis à la chasse, oui, c'est vrai. Juste à la chasse. À la chasse, ils sont partis. Ils sont jamais revenus. Donc il y a toutes ces femmes qui sont fermées ensemble. Et il y a de la jalousie, il y a de la rancœur entre elles, etc. Parce que cette jeune fille qui a tenté de s'échapper, elle a tenté de s'échapper parce qu'elle a tenté de s'échapper et d'éviter une condition qui allait la frapper, elle, c'était le sacrifice. Son sacrifice à elle, pour permettre à la famille, il me semble l'avoir compris comme ça, mais en tout cas permettre à la famille parce que c'est assez, si on n'est pas d'accord là-dessus, je te vois Max là, c'est assez le récit de Gonzalez là-dessus, il est assez flou en fait, on ne sait pas trop où est-ce qu'il va en venir. Personnellement, je trouve que c'est un peu un spoil parce qu'on ne le voit pas venir. Mais en même temps, c'est un peu tout le sujet. En fait, je l'ai relu une deuxième fois pour être sûr d'avoir raté justement ces indices. Effectivement, en fait, c'est quelque chose qui se traîne tout le long du récit. Oui. On se doute qu'il va se passer quelque chose avec ce personnage principal. Effectivement, peut-être on parle de cérémonie, on parle de quelque chose de douloureux. On le comprend assez rapidement, non ? On le comprend. Oui. Mais c'est un peu l'apothéose du récit aussi. Après, on n'en dit pas davantage. Non, mais ça n'en change pas l'intérêt de la bande dessinée. C'est de voir ce quotidien de femmes se déchirer. Si personnellement, je peux conseiller aussi une lecture parallèle,
j'y pense là, c'est Le Palais des Miroirs de Liv Strömquist. Ah oui, excellent. Qui traite justement de cette rivalité entre femmes et qui justement met des bâtons dans les roues de ce qu'il essaye de soutenir, Borja González, le féminisme actuel et moderne. Oui. Et voilà, il essaye de montrer à quel point ça peut être néfaste cette rivalité et à quel point ça peut nuire aux femmes et à leur lutte. Oui, c'est peut-être quelque chose qui est peut-être instauré par un système patriarcal finalement, cette révolution entre femmes. C'est ce qu'on laisse on a entendu clairement. On a entendu, ouais. Voilà. Et en tout cas, Borja González là-dessus, il le dénonce et il le fait de manière magnifique avec un roman graphique, encore une fois, dans Bleu à la lumière du jour, qui est, je trouve, très beau, très très beau. Alors, tout le monde ne sera pas d'accord là-dessus parce qu'il y a un parti pris sur le graphisme, il y a un parti pris aussi dans le récit, dans le fond, comme dans la forme. Moi, j'aime énormément ce parti pris-là. Et bien, chacun y verra ce qu'il a envie d'y projeter en tout cas. Donc moi, je vais vous parler de Les Boules. Les Boules. Alors, tout est dans le titre. Voilà, on retrouve Max. Voilà. C'est vrai que ça fait un peu tâche avec le sujet d'avant. Mais il y a un vrai... J'avais pas vu la transition, elle est moche. Il y a un vrai parallèle et il y a un truc assez doux avec cette BD. C'est que... Alors, c'est d'Antoine Breda. Et c'est chez Six Pieds Sous Terre. Je tiens à le souligner. Ils sont à Montpellier. C'est une super maison d'édition. Moi, j'aime beaucoup leur travail. Et donc, c'est une publication indé. Voilà. Oui. Juste par son choix éditorial. Donc, dans Les Boules, on suit deux personnages qui sont amis et qui, en fait, vont défendre un projet. Ce projet étant le scénario d'un ami défunt. Donc un ami qui leur était très cher, qui vient de décéder. Et ils vont en fait vouloir adapter un scénario de film porno. SF porno. SF porno, c'est vrai. Il y a une subtilité de SF porno. Oui. Et donc, on va suivre les aventures d'Adrix, le chevalier intergalactique, le défourailleur ultime. Et c'est un album... alors, dans la thématique, c'est drôle et à la fois un peu triste pour ce personnage décédé. Mais il y a une vraie filiation entre ses amis et son projet. Ils tiennent à réaliser ce projet pour lui rendre hommage. Ouais, mais c'est ça qui est beau d'ailleurs. C'est très beau. Ouais, c'est parce vraiment... qu'il y a beaucoup d'émotions dégagées dans cette BD. C'est un projet un peu bancal, ouais, voilà. Complètement. Mais c'est l'intérêt de cette bande dessinée, c'est plutôt le but qu'ils ont, et c'est de rendre hommage à ce personnage. Et ils vont le faire de manière magistrale avec très peu de budget. Ils vont s'attirer des problèmes. Donc c'est vraiment un nanar. C'est un nanar. En fait, ils sont en train de tourner un nanar. Mais culte. Déjà culte. Avant même qu'il sorte, il est déjà culte. Ils le souhaitent déjà culte en tout cas. Et c'est des tranches de rire. C'est vraiment un album en plus à la fois drôle et touchant. Ils n'ont pas de moyens. C'est pas des acteurs. Et le personnage principal, notamment celui qui joue Adrix, est en couple. Et ça va poser un vrai problème dans la réalisation du film. Oui, parce qu'il s'agit d'un film de boules. Voilà, exactement. Il doit se faire soigner par l'urine, l'urothérapie, l'urinothérapie, je ne sais même pas comment on dit. Et voilà, il y a des scènes cocasses. C'est un recueil de scènes cocasses, mais à la fois, ça parle de couple, ça parle de féminisme, d'amitié. Et ça, en 90 pages... Ouais, c'est très court. C'est assez court, mais ça parle de beaucoup de choses. Ouais. Ça s'entremêle dans la vie des gens, dans la vie de ces personnages. Et c'est une œuvre vraiment touchante. Parce que, à la base, c'est un hommage. Et ça se transforme en catastrophe industrielle. Clairement, on se dit qu'ils n'arriveront jamais au bout. Ouais, c'est clair. La scène avec des ficelles. L'alu sur le monument. Sur une tour médiévale. Avec les flics qui arrivent. Et les flics, voilà, c'est une scène incroyable. Mais voilà, je le conseille parce que j'aime beaucoup le travail de Six Pieds Sous Terre. Ils sont
pour moi trop peu mis en avant. Et c'est une œuvre feel good. Il y a de l'humour. Il y a pas de la tragédie, mais pas du tout. Non, on n'est pas dans le drama. Non, on n'est pas dans le drama, mais voilà, il y a ce bel hommage à cet ami un peu loufoque qui avait comme projet, qui avait laissé un scénar sur la table. Voilà, on lui rend hommage avec ça. C'est ça. Ouais, c'est fantastique. Et c'est une super œuvre. Vraiment, moi, j'ai passé un super moment et je la conseille à tout le monde. Vraiment tout le monde. Avec une dernière phrase de fin. Alors, on en parlera pas. La dernière page est incroyable. C'est ça. Vous avez fait tous les deux. Le récit mène à cette page, en fait. C'est ça. Et voilà, c'est très drôle. Et je suis d'accord, absolument d'accord. Pas lu, mais vous avez vraiment donné envie. Ouais. C'est vraiment un super moment. C'est génial. Merci Max donc pour les boules de Brad Antoine chez 6 pieds sous terre. À toi mon petit Fredo, tu vas parler de quoi ? Alors Max a parlé de boules, moi je vais vous parler de pétanque avec un manga. Ah bon. Je vois toujours pas le rapport. Moi aussi je vois pas le rapport. J'attends la suite. Éclaire-nous de ta lanterne. Non mais il n'y a pas de rapport. Putain, mais quel rigolo. La boutade. Je suis un genre non mais je vais vous parler du manga. Allez, dis-le. De Atsushi Kaneko. Voilà, Evol. Voilà. C'est vrai que je me dis, tiens, c'est vrai qu'on c'est le 5e podcast. Et c'est vrai que je n'ai toujours pas parlé de cet auteur. Ça étonne tout le monde. Bah voilà, je l'ai gardé pour la 5e. Alors Evol, donc, c'est le dernier manga en date d'Atsushi Kaneko. C'est l'auteur, entre autres, de Bambi, de Search and Destroy, de Soil, White Moon, etc. Si vous connaissez Fred, vous savez déjà tout son amour pour cet auteur et toutes ses œuvres. Exactement, et c'est un auteur qu'on a eu la chance immense de recevoir en avril dernier à la librairie pour une séance de dédicace mémorable. À la sortie du 2e tome ? Non, des 2 premiers. Ils sont sortis en simultané comme au Japon. Ouais. Et donc pour cette tournée, il a fait Paris et Pau. Donc c'est quand même incroyable et totalement improbable. Et pour ceux qui l'auraient loupé, il nous a laissé un très très beau dessin sur l'un des murs de la librairie. N'hésitez pas à venir le voir. À venir le voir, vous prosternez. C'est un peu la mec du manga. Voilà, c'est ça, ouais. Vous verrez Fred faire son petit rituel tous les matins. Ouais, c'est ça, exactement. Et bon, je vais pas vous parler de lui, je vais pas faire une bio de Atsushi Kaneko. Bon, il est très connu, c'est un punk, il a un trait qui est assez particulier, qui sort un petit peu des standards du manga. Très épais, qui se rapproche du comics. Ouais, voilà, c'est ça, très... comme on dit, très Charles Burns, c'est vrai que tout le monde le dit. Ça le saoule un petit peu cette comparaison. Oui, mais bon, ça le décrit tellement bien. Ouais, exactement. Donc voilà, pour situer un petit peu les gens, voilà, Charles Burns, c'est un très bon exemple. Et voilà, donc ça se rapproche du comics d'une manière générale. Et souvent, quand je vois les personnes le feuilleter à la librairie et que je prête un petit peu l'oreille à leurs échanges, c'est tiens, on dirait un comics. Et je trouve que c'est l'une de ses forces qui lui permet un petit peu d'être à part dans le paysage manga. Donc Evol, pour en revenir sur le sujet principal, donc j'en parle parce qu'il y a le tome 3 qui est sorti le mois dernier et qui, à l'instar des 2 autres, est juste incroyable. Et donc Evol, ça se passe dans un monde avec des super-héros, un petit peu comme les classiques, un petit peu à la The Boys. My Hero Academia. Ouais, pour rester sur du manga. Un monde où les super-héros existent, les pouvoirs se transmettent par le sang, en fait, de père en fils, de manière héréditaire. Et ces héros font un petit peu régner la justice, une justice parfois à leur manière, un petit peu à la Homelander dans The Boys, et font partie du quotidien des humains. Et on va suivre dans ce manga le quotidien de Nozoki, Sakura et Akari. Ce sont 3 adolescents qui vont survivre à leur suicide et qui vont se réveiller avec des super pouvoirs. Donc c'est avec cet événement que l'histoire va réellement se lancer. Donc ce sont tous les 3 des étudiants écorchés vifs qui cachent chacun un lourd secret, qui les ont à chaque fois poussés justement au suicide. Je vous révélerai pas les tenants et les aboutissants dans ce court résumé, bien évidemment. Et ça va être le départ, j'ai envie de dire, d'une descente, une grosse descente aux enfers, ouais, clairement. C'est incroyable, on a un tome 1 qui fait vraiment office d'introduction, on nous présente un petit peu l'univers, ça peut paraître très classique au premier abord, et à partir du tome 2, je trouve que c'est là que alors clairement, ça explose. Moi, ce fameux tome 2. Alors, oui, mais le tome 2 place la barre tellement haute. Et le tome 3
Ah là là. Alors nous, on n'a pas eu encore la chance de le lire, mais le tome 3, il est... je suis dithyrambique, mais il est incroyable. Hein. C'est pareil. Ça suit le tome 2, début très orienté à action. On a un petit flashback sur l'un des personnages. Et après, le manga prend une direction, mais c'est inattendu. Vraiment, je me répète, c'est incroyable. Et ce qui est intéressant, c'est qu'Atsushi Kaneko met le doigt sur un fait sociétal au Japon. Parce qu'il y a énormément de pression sur la jeunesse, sur les adolescents, et qui conduit à énormément de suicides chez les jeunes. Donc ça lui permet justement de dénoncer ce triste quotidien du Japon, voilà, ce mal-être en fait qui pèse sur eux. Du suicide, mais sur ce mal-être et cette volonté de retourner la société japonaise. C'est ça, ils veulent s'affranchir de ces normes en fait, c'est une société qui est très codifiée. C'est vrai qu'on en a beaucoup parlé avec lui et comme il nous l'a dit, les jeunes en ont marre et pour lui, voilà, son manga, c'est un message. Après, c'est un punk, Atsushi Kaneko, c'est un rebelle. Et il en fait quelque chose de... J'ai pas envie de dire politisé. Là où il retourne les codes, c'est qu'on pense s'attacher à des super-héros qui vont en fait s'avérer être les némésis du héros japonais qui est l'équivalent du Homelander dans The Boys, le Superman japonais, et ils vont s'opposer à lui. Ouais, exactement. Et d'ailleurs, j'en profite puisqu'on reparle de The Boys. En fait, il a voulu aborder le thème du super-héros en regardant son fils qui matait tous les films du MCU, et il s'est interrogé en se disant mais qu'est-ce qui se passerait si je donnais en fait des pouvoirs à des adolescents japonais, et il s'est dit mais c'est sûr que qu'ils feraient pas le bien, ils ont envie de tout péter, de tout retourner, et c'est ce qu'on retrouve justement dans Evol. Et ce que j'ai envie de préciser, parce que je trouve que c'est un détail qui a son importance, c'est bizarrement son œuvre la plus personnelle. Ah ouais. J'ai lu toute sa bibliographie et je trouve que c'est la plus personnelle. Elle est très punk. Il y a énormément de références musicales. Ouais, c'est vrai. C'est un mélomane. Rien dans le t-shirt de Nozoki Discharge. Et paradoxalement, c'est la plus accessible. C'est l'œuvre qu'on lit avec le plus d'aisance, le plus de facilité. Mais j'en ai lu quelques-uns et beaucoup de premiers tomes. Mais en me penchant un peu sur sa bibliographie. Ouais. C'est à la fois la plus personnelle et la plus populaire. C'est-à-dire que ça touche un grand public. C'est la plus accessible. Vraiment, tu vois, un Soil, un Wet Moon, c'est quand même... c'est beaucoup plus dur, beaucoup plus nébuleux, très lynchesque, paranormal. Faut cibler la clientèle. On sent toujours ses influences, ouais. Bah oui. Mais moins personnelles. Ouais. Voilà, alors que là, c'est vraiment une œuvre qui lui ressemble à 100%. C'est une œuvre que je conseille plus facilement et qui se vend bien mieux que ses ouvrages précédents. Et puis bon, en plus, le mythe du super-héros, tout le monde connaît, ça parle à tout le monde. Il y a des points d'ancrage où directement on se sent concerné, même si ça se passe au Japon. Et même pour les gens qui n'ont pas forcément les codes, c'est toujours un moyen accessible de les comprendre. Je pense qu'on peut considérer ce manga comme une œuvre passerelle. Parce que j'ai beaucoup de clients néophytes au manga qui se sont mis à Evol, et ce qui facilite aussi l'achat, c'est que même son dessin, par rapport à Search and Destroy qui était son manga précédent, a changé parce qu'il a un trait qui est beaucoup plus léger. Parce que Search and Destroy, il est chargé, il fourmille de détails. Moi j'ai pas aimé Search and Destroy, j'avoue. Et là il va droit au but, il gagne en lisibilité, en fluidité, en efficacité. C'est vrai que c'est très limpide. Il est très fort là-dessus. Ouais, il est moins nébuleux. On comprend très vite les choses. On a du background directement. Ouais, le découpage il est pas fou. Non. Mais il est bien. Ça suffit. Il est très bien. Il est très efficace. Bien. C'est comme il faut. Ouais. Mais surtout ensuite dans le développement des personnages et l'action présente, il y a une tension. Ah clairement, c'est palpable dès les premières pages. Et d'ailleurs, je pense aux premières pages. Encore une fois, c'est une œuvre qui est violente, comme toujours avec Atsushi Kaneko. On retrouve sa violence habituelle. On retrouve ces personnages un petit peu, beaucoup en colère même, qui ont énormément de choses à dénoncer, à évacuer. Donc c'est un manga que je trouve hallucinant, vous l'avez compris. Et je pense que même si je mets de côté tout l'amour que je porte à l'auteur, je suis sûr que je l'aurais aimé de la même manière. Vous faire chialer, mec. Sortez les mouchoirs. Voilà, vous l'aurez compris, c'est un vrai coup de foudre pour Evol.
Et j'avais énormément de pression en plus en tant que fan absolu, parce que tu l'as dit, t'as moins aimé Search and Destroy. Moi aussi, c'est pas une œuvre qui m'a. On dit toujours que je suis aveuglé, mais c'est pas une œuvre qui m'a transporté. Ah ouais, j'ai préféré Wet Moon. Ah ouais, pareil, Wet Moon, c'est incroyable, hein. Série en 3 tomes. Alors malheureusement, ce n'est plus édité. Donc j'espère que ça le sera très prochainement. Ouais, j'ai une petite question. Ouais. En combien de tomes c'est prévu, tu sais? Il t'en a parlé? Alors, a priori, ce serait sur du 8 tomes. Donc là, on est au 6e au Japon. Voilà, qui est une question typiquement française, selon ses dires. Très bien, qui malgré son prix qui peut choquer, pour le coup, c'est ouais, voilà, c'est ça. C'est vrai que c'est quand même 20 € le tome. Cartonné. Ouais, mais c'est hardcover, hein. Non, mais oui. Ouais. Hardcover, grand format. Vernis sélectif. Son prix est tout à fait justifié. Ouais, et ça sort chez Delcourt Tonkam. Je sais pas si je l'ai dit. Tu l'as dit. Oui, il l'a dit. Ouais, tu l'as dit. Moi, j'ai dit qu'il l'avait dit. Donc, il l'avait dit. Ok. Donc voilà. Evol, lisez merci, Evol. Fredo. Boss, mec. Merci pour ces coups de cœur. Merci donc pour ces bashi-cœurs. Place maintenant aux Bashi News. Voici une toute nouvelle chronique lancée par Max, les Bashi News. Alors Max, c'est la rentrée littéraire, il y a de superbes titres en rayon, mais aussi à venir. Tout à fait, mais même déjà sortis. Donc fin août, on a eu La Marche Brume, tome 1 de Stéphane Fert. Stéphane Fert, un ancien palois, qui n'est plus palois. Ouais, exactement. Voilà. On a eu Viking dans la brume, tome 2, à la Wagbar, également le 25 août, chez Dargaud. Oui. Le 13 septembre, nous aurons L'Ombre des Lumières, d'Erol et Guérino. Alors Erol, c'est l'auteur des Indes Fourbes, et Guérino, Seul le silence. Très attendu, sortie prévue le 13 septembre. Ensuite, en palois, on a également Le Mystère du col Dyatlov de Mayen et Jandro Gonzalez, chez Lombard, le 29 septembre. En jeunesse, on a Jumelles, tome 2 de Dupré-Latour, chez Dargaud, le 22 septembre. En indé, on a Le Visage de Paville de Perraudot, le 15 septembre, chez 2024. En comics, on a Grandville, tome 3, chez Delirium, le 8 septembre. Et en manga, on a L'Habitant de l'Infini, une réédition en grand format et cartonné. En petit format. Format. Il est plus petit que... Plus petit que le format. Ok, bah t'as niqué ma chronique. Le 13 septembre, chez Saka Casterman, en fait. Voilà, Saka Manga. Ok, très bien. C'est alléchant tout ça. Très bien. Mais merci Max, merci Fred pour cette Bashi News. Eh bien, on va passer maintenant à l'actualité. Et attends, je vais le dire correctement, l'actualité événementielle. Pour rester sur la thématique polar, n'oubliez pas le festival Un aller-retour dans le noir qui se tiendra le 30 septembre et le 1er octobre à la médiathèque André Labarrère. Vous pourrez retrouver Corentin Rouge et Karel Ferret, les auteurs de Sangoma, mais aussi Mana Neyestani, l'auteur de La Métamorphose iranienne ou encore Les oiseaux de papier. Mais il y aura tout plein d'autres auteurs et vous pourrez retrouver le programme sur les réseaux. Voilà, c'est terminé pour cette émission. Merci Max, merci Fred. Et de rien. Ciao. Lisez du thriller. Ou pas.